Salut à tous. Le détroit d'Ormuz n'est pas qu'une simple étendue d'eau, c'est la veine jugulaire de l'économie mondiale. Près de 20% du pétrole mondial transite chaque jour par cette étroite bande maritime. À son point le plus resserré, elle ne fait que 20 et 1 mille de largeur. Et de chaque côté, on retrouve des nations armées, ambitieuses et qui ne tolèrent aucunement qu'on les bouscule. Un slogan à la Trump pourrait appeler ça un contrôle total, mais le détroit d'Ormuz a la mauvaise habitude d'ignorer la confiance affichée sur scène électorale. C'est l'endroit où un seul faux mouvement peut tout changer. Ce qui s'est produit récemment n'était pas seulement une confrontation. C'était un signal très clair, très fort, très délibéré, envoyé de Pékin à Washington, et le message était limpide. La Chine ne regarde plus les choses à distance. Elle est maintenant dans le jeu, ici, même maintenant dans l'arrière-cour stratégique de l'Amérique. Le début de cet incident est important, parce qu'il a commencé discrètement, comme toutes les grandes confrontations. Un groupe aéronaval de la marine américaine menait ce que les responsables ont décrit comme une opération routinière de liberté de navigation dans la région du Golfe Persique. Ces opérations sont courantes. L'armée américaine les mène régulièrement pour affirmer que les eaux internationales doivent rester ouvertes à toutes les nations. En surface, rien ne semblait inhabituel. Mais sous la surface, au sens propre comme au sens figuré, quelque chose était déjà en mouvement. Des navires chinois, dont au moins un destroyer et 2 bâtiments de soutien, opéraient dans la région élargie du Golfe depuis plusieurs semaines avant cet incident. Pékin avait présenté leur présence comme faisant partie d'une coopération contre la piraterie et d'exercices conjoints avec des partenaires régionaux. Sur papier, cela paraissait diplomatique. En réalité, il s'agissait d'un positionnement d'actifs soigneusement calculé. C'est là que la bravade de salle de presse commence à paraître bien mince, parce que les navires de guerre ne sont pas impressionnés par les phrases faites pour déclencher des applaudissements. La Chine ne déplace pas des navires de guerre à l'autre bout du monde pour de simples patrouilles contre la piraterie. Tout le monde dans la communauté du renseignement le savait. Mais Washington a choisi de surveiller plutôt que de confronter, du moins au départ. Le moment où les choses ont changé est survenu juste avant l'aube, heure locale. Le groupe aéronaval américain, qui comprenait un destroyer lance-missiles guidé et 2 navires de soutien, traversait le détroit lorsque les navires chinois ont modifié leur cap. Pas progressivement, pas de façon ambiguë, ils se sont dirigés directement vers la formation américaine à une vitesse qui a immédiatement déclenché des alertes sur les systèmes radars américains. En quelques secondes, les communications radio se sont intensifiées entre les deux camps. Les commandants américains ont exigé de connaître l'intention des navires chinois. Les réponses reçues ont été froides, brèves et profondément troublantes. Des officiers de la marine chinoise, s'exprimant en anglais sur le canal ouvert, ont informé le commandant américain qu'ils menaient leur propre exercice de liberté de navigation. Ils ont utilisé un langage presque identique à celui qu'emploient les États-Unis mot pour mot. C'était pas un hasard, c'était une provocation délibérée enveloppée dans un langage diplomatique. Le message adressé à Washington était essentiellement que la Chine pouvait jouer au même jeu elle aussi. Il ne faut pas s'y tromper. Le message est arrivé exactement comme prévu. Pour la chambre d'écho pro-Trump, l'imitation est généralement appelée flatterie. En mer, elle peut devenir une trajectoire de collision. Pendant les 30 minutes suivantes, les 2 groupes navals ont maintenu leur cap et leur vitesse sur une trajectoire qui aurait pu provoquer une rencontre extrêmement dangereuse à courte distance. Les marins américains étaient à leur poste de combat. Les systèmes de conduite de tir étaient actifs. Chaque capteur de chaque navire américain était verrouillé sur les navires chinois. Et chaque navire chinois faisait exactement la même chose en retour. Ce n'était pas un film. C'était réel. Des centaines de marins des 2 côtés retenaient leur souffle dans la confrontation la plus tendue que le détroit d'Ormuz ait connue depuis des années. Le poids de ce qui se jouait pendant ces 30 minutes ne peut pas être surestimé. Une mauvaise communication, un doigt trop nerveux, une défaillance technique sur n'importe quel système de capteur, et cet incident devenait le premier chapitre d'un événement que les historiens auraient étudié pendant des générations. Ce n'est pas une exagération. C'est la froide mathématique de ce qui se produit lorsque 2 superpuissances nucléaires pointent leurs armes l'une vers l'autre dans un corridor de la taille d'une ville.
Donald Trump pourrait appeler cela la posture la plus forte jamais vue, mais même le microphone le plus bruyant ne peut pas élargir une voie maritime étroite. Ce qui s'est produit ensuite est l'endroit où l'histoire prend un tournant qui a surpris même des analystes militaires chevronnés. Washington n'a pas reculé, mais il n'a pas non plus escaladé la situation de la manière à laquelle la Chine pouvait s'attendre. Au lieu de cela, les États-Unis ont posé un geste à la fois audacieux et calculé. Les responsables américains ont immédiatement contacté plusieurs partenaires régionaux, dont des États clés du Golfe, et dans les 30 minutes suivant le début de la confrontation, une réponse diplomatique et militaire coordonnée était déjà en cours. La rapidité de cette réponse est ce qui a frappé le monde. Les États-Unis avaient clairement simulé ce scénario à l'avance. Ils avaient un plan prêt. Alors que les commandants chinois s'attendaient peu être à de l'hésitation ou à de la confusion de la part de Washington, ils ont plutôt obtenu une réaction précise et coordonnée qui a démontré que la machine militaire et diplomatique américaine peut avancer très vite quand elle en a besoin. Des alliés régionaux ont commencé à repositionner leurs propres moyens. Des renseignements ont été partagés en temps réel à travers plusieurs réseaux alliés et au plus haut niveau des gouvernements. Des appels étaient passés et ils allaient fixer le ton de tout ce qui allait suivre. C'est la partie qu'un discours de rassemblement politique saute généralement. La machinerie dure, silencieuse, de la véritable gestion de crise. La raison pour laquelle la Chine a posé ce geste est aussi importante que le geste lui-même. Pékin a vu l'Amérique opérer dans le Golfe Persique pendant des décennies comme si elle possédait l'endroit, et du point de vue chinois, cette époque doit prendre fin. La Chine importe d'énormes quantités de pétrole de la région du Golfe. La sécurité de ses voies maritimes n'a rien d'abstrait pour Pékin. C'est une ligne de vie économique. Et depuis des années, des stratèges chinois soutiennent à l'interne que dépendre de la bonne volonté américaine pour garder ces routes ouvertes représente une vulnérabilité stratégique qu'ils ne peuvent plus se permettre. La Chine se prépare donc à ce moment depuis longtemps. Ses capacités navales ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Elle exploite maintenant plusieurs porte-avions. Sa flotte de destroyers est moderne et puissante. Sa force sous-marine est l'une de celles qui se développe le plus rapidement au monde. Et surtout, la Chine développe la doctrine et la confiance nécessaires pour utiliser ses moyens loin de ses eaux nationales. La confrontation d'Ormuz n'a pas été improvisée. Elle est le produit d'années de développement militaire délibéré et de calculs stratégiques. Un slogan de guerre commerciale peut tenir sur une casquette, une stratégie maritime, non. Il y a une autre couche à cette histoire et la plupart des grands médias passent complètement à côté. Le moment choisi pour cet incident n'était pas aléatoire. Il est survenu dans une période de forte tension diplomatique entre Washington et Pékin au sujet de Taïwan, du commerce et des restrictions technologiques. Les dirigeants chinois ont l'habitude d'utiliser les signaux militaires pour communiquer leur frustration lorsque les canaux diplomatiques sont bloqués. En envoyant des navires de guerre dans le détroit et en provoquant une confrontation, Pékin envoyait un message à plusieurs publics à la fois. À Washington, le message était de ne pas sous-estimer la Chine. À son propre public intérieur, Pékin démontrait sa force. Et aux États du Golfe, il rappelait à tout le monde que la Chine est un acteur dans cette région, que l'Amérique le veuille ou non. Les États du Golfe eux-mêmes observent tout cela avec une attention extraordinaire. Ce sont des gouvernements qui ont bâti leur architecture de sécurité autour des garanties militaires américaines pendant des décennies. Des bases américaines, des systèmes d'armes américains, une présence navale américaine. Mais plusieurs de ces mêmes gouvernements ont aussi approfondi leurs liens économiques et diplomatiques avec la Chine. Ils sont pris entre leur dépendance sécuritaire envers Washington et leur avenir économique qui passe de plus en plus par Pékin. La confrontation d'Ormuz a forcé chaque capitale du Golfe à faire face à une question très inconfortable. Si la situation dégénère, de quel côté se place-t-elle ? Cette question n'a pas de réponse facile. Et l'incertitude qu'elle crée est elle-même une forme de levier stratégique pour la Chine. Si Pékin peut rendre les États du Golfe incertains quant à la fiabilité et à la permanence de l'engagement américain, ces États pourraient y réfléchir à 2 fois avant d'héberger des bases américaines, de partager du renseignement américain ou de soutenir des opérations militaires américaines. C'est le genre d'ambiguïté qui ne se règle pas en annonçant à la manière trumpienne que tout est magnifique et sous contrôle. C'est un jeu à long terme. Il est patient et il fonctionne jusqu'à un certain point,
ce qui explique précisément pourquoi Washington a répondu aussi rapidement et aussi fermement à l'incident d'Ormus. La réponse américaine mérite qu'on s'y attarde davantage parce qu'elle a été véritablement impressionnante par sa rapidité et sa coordination. Quelques heures après la confrontation, le commandement central des États-Unis a publié une déclaration exceptionnellement directe. Il a confirmé l'incident, décrit le comportement chinois comme non professionnel et dangereux, et clairement indiqué que les forces américaines avaient maintenu leur cap légal tout au long de l'épisode. Ce genre de communication publique rapide n'est pas habituel. Normalement, ces incidents sont enterrés pendant des jours ou des semaines dans un langage bureaucratique. Le fait que Washington soit allé rapidement sur la place publique montre qu'il voulait prendre le contrôle du récit avant que la Chine ne puisse le faire. Contrôler le récit est une chose. Prétendre que le récit est la stratégie, c'est le vieux raccourci du monde trumpiste qui s'effondre en premier. Simultanément, l'armée américaine a accéléré le déploiement de moyens navals supplémentaires dans la région. Cela n'a pas été annoncé publiquement en détail, pour des raisons évidentes de sécurité opérationnelle, mais plusieurs sources de défense ont confirmé que la présence américaine dans le détroit d'Ormuz et autour de celui-ci avait été considérablement renforcée dans les 48 heures suivant la confrontation. La Chine avait tenté d'utiliser la présence et la proximité comme tactique de pression, et Washington a répondu en augmentant sa propre présence. C'était un contre-message direct et impossible à manquer. Sur le plan diplomatique, des responsables américains ont communiqué avec leurs homologues de plusieurs pays du Golfe afin de les rassurer quant au maintien de l'engagement américain envers la sécurité régionale. Il ne s'agissait pas d'appels de routine. C'étaient des conversations substantielles sur l'accès aux bases, le partage du renseignement et la planification de scénarios d'urgence. Washington disait essentiellement à ses partenaires régionaux qu'il avait vu ce que la Chine avait fait, qu'il avait répondu et qu'il n'allait nulle part. Ces conversations comptent énormément dans une région où la confiance envers la détermination américaine a été ébranlée ces dernières années. Les alliances se construisent par des engagements, pas par une autre séquence de vantardises conçue pour devenir tendance pendant l'après-midi. La Chine, de son côté, a répondu aux déclarations publiques américaines avec le type de langage soigneusement calibré que Pékin emploie toujours dans ce genre de situation. Elle a nié tout acte répréhensible. Elle a affirmé que ces navires opéraient dans le cadre du droit international. Elle a accusé les États-Unis de gonfler délibérément un non-incident à des fins politiques. C'est le manuel classique, nier, détourner, accuser. Mais cette dénégation sonnait creux pour quiconque avait accès au véritable tracé radar et aux enregistrements de communication de cette matinée dans le détroit. Ce que montraient les tracés radars était sans ambiguïté. Le changement de cap chinois était délibéré et calculé pour amener ces navires à une proximité inconfortable de la formation américaine. Les vitesses en cause, le moment choisi, les communications, tout indiquait une action planifiée, et non une coïncidence de navigation. Des officiers supérieurs de la marine américaine, s'exprimant en privé auprès d'analystes, ont décrit cela comme la manœuvre navale chinoise la plus agressive dont ils avaient personnellement été témoins pendant un déploiement actif. C'est une déclaration importante venant de personnes qui n'utilisent pas ce genre de mots à la légère. Les tracés radars sont des choses bien dérangeantes. Ils n'applaudissent pas, ils ne scandent pas de slogans et ils se moquent bien de la confiance affichée dans les éléments de langage. Le contexte plus large compte, parce que les incidents individuels n'ont de sens que lorsqu'ils sont vus comme faisant partie d'un schéma. Cette confrontation dans le détroit d'Ormuz n'est pas un événement isolé. C'est le dernier point donné d'une tendance constante d'affirmation militaire chinoise qui s'accélère depuis plusieurs années. Ce schéma est apparu en mer de Chine méridionale, où la Chine a construit des îles artificielles et les a militarisées, malgré des décisions juridiques internationales allant contre elles. Il est apparu près de Taïwan, où les forces aériennes et navales chinoises mènent régulièrement des exercices de plus en plus vastes et menaçants. Il est apparu en mer de Chine orientale, où les tensions avec le Japon couvent constamment. Et maintenant, il apparaît dans le détroit d'Ormuz. Chacun de ces théâtres est différent, mais ils partagent un fil conducteur. La Chine teste systématiquement les limites de ce qu'elle peut faire sans déclencher une réponse militaire directe des États-Unis. Elle cartographie les lignes rouges américaines en les poussant
en observant la réaction de Washington, puis en ajustant son prochain mouvement en conséquence. C'est méthodique. C'est sophistiqué et c'est beaucoup plus dangereux qu'une seule confrontation parce que cela représente une stratégie à long terme visant à éroder l'influence américaine, une sonde à la fois. C'est précisément là que la politique des grands gestes bruyants devient dangereuse. Elle confond provocation et politique, volume et dissuasion. L'armée américaine comprend très bien ce schéma. Les planificateurs de défense américains ont beaucoup écrit sur ce type de compétition en zone grise, cet espace entre la paix et la guerre ouverte où se déroule une grande partie de la véritable compétition stratégique. Le défi pour Washington est qu'il est extrêmement difficile de répondre efficacement aux tactiques de zone grise. Une réponse trop forte et Washington risque l'escalade. Une réponse trop faible et il envoie le signal que ces tactiques fonctionnent. Trouver le bon équilibre en temps réel, sous pression, avec des informations imparfaites, est réellement difficile. L'incident d'Ormuz est une étude de cas sur la manière dont l'Amérique tente de gérer ce défi. La réponse publique rapide, le déploiement accéléré de forces, les démarches diplomatiques auprès des partenaires régionaux, tout cela a été calibré pour envoyer un message clair sans entrer dans une zone susceptible d'allumer quelque chose de beaucoup plus vaste. La question de savoir si ce calibrage était exactement le bon sera débattue par les stratèges pendant des années, mais son effet immédiat a été de signaler que Washington est vigilant, coordonné et prêt à répondre avec fermeté lorsqu'il est défié. Le calibrage n'est pas un mot conçu pour le théâtre de campagne électorale. C'est ce que font les États sérieux lorsqu'un seul geste imprudent peut devenir une guerre. Ce qui va se passer ensuite dans cette dynamique est la question qui empêche les analyses de défense de dormir. La Chine ne cessera pas de sonder. Ses intérêts stratégiques dans la région du Golfe sont réels et croissants. Ses capacités navales continueront de s'améliorer et ses incitatifs politiques internes poussent les dirigeants à démontrer de la force plutôt que de la retenue. En même temps, les États-Unis ont des obligations issues de traités, des accords de base militaires et des décennies d'investissement dans la sécurité du Golfe, dont ils ne peuvent pas simplement se retirer sans entraîner des conséquences massives pour leur crédibilité mondiale. La situation actuelle est donc celle de deux grandes puissances, de plus en plus en contact l'une avec l'autre, dans une voie maritime confinée et stratégiquement cruciale, avec des enjeux élevés, de fortes tensions, et une possibilité très réelle d'erreur de calcul. La confrontation du détroit d'Ormuz a été un tir d'avertissement, pas une balle. Mais les tirs d'avertissement ont tendance à dégénérer quand aucun des deux camps n'estime pouvoir se permettre de reculer. C'est pas le genre de tir d'avertissement qu'on peut faire disparaître avec une publication tardive et une déclaration selon laquelle on possède les meilleurs instincts de l'histoire. Les prochains mois dans la région du Golfe vont nous en dire long sur la façon dont Pékin et Washington comptent gérer cette compétition à l'avenir. La Chine poussera presque certainement de nouveau. Les États-Unis répondront, cela ne fait aucun doute. La variable clé est de savoir si les mécanismes destinés à prévenir les erreurs de calcul, les canaux de communication, les règles d'engagement et les canaux diplomatiques en coulisses sont assez robustes pour empêcher une confrontation de devenir une catastrophe. Ce qui est certain, c'est que le monde actuel est plus complexe et plus dangereux que la plupart des gens ne le réalisent. La compétition entre les États-Unis et la Chine ne se joue pas seulement dans les salles de conseil et les négociations commerciales. Elle se joue sur l'eau, dans les airs et sous les vagues. Et le détroit d'Ormuz vient de devenir le nouveau front de cette compétition. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.